Dans mon précédent épisode intitulé Amérique 2025, les ingénieurs du chaos, je partageais mon analyse sur la transformation radicale qui s'opère aux États-Unis depuis l'investiture de Donald Trump. Analyse évidemment et inévitablement incomplète, mais qui semble-t-il vous a plu. Merci pour vos nombreux messages, ça met du baume au cœur, surtout après avoir passé des jours à plonger dans cet univers finalement assez peu enthousiasmant, pour moi en tout cas, et vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, on est en démocratie. Si vous avez écouté cet épisode, vous vous souvenez que j'avais conclu en disant que j'allais prendre un peu de distance par rapport à l'actualité américaine, mais finalement je vous avoue trouver difficile de m'en détacher parce que ce qui se joue en ce moment est très important, et notamment pour nous Européens. Donc, j'y reviens. Et j'y reviens essentiellement pour deux raisons. La première, c'est que je suis sidéré par le fait que malgré la tournure que prennent les événements, malgré la violence des procédés, malgré le détricotage en règle de l'État américain, malgré le lâchage clair et net désormais de l'Europe, malgré le discours du vice-président J.D. Vance à Munich, totalement aligné sur la propagande russe, malgré la récente déclaration de Trump qui sous-entend que c'est l'Ukraine qui a provoqué la guerre avec la Russie, etc., etc., la démarche de Trump et de Musk est soutenue par une partie de la population qui non seulement ne voit pas le problème, mais qui au contraire s'enthousiasme, y compris en France et plus largement en Europe, alors que les USA ne nous proposent plus rien de positif et le disent clairement. Alors, sidéré, c'est un bien gros mot, parce que, en fait, je suis pas vraiment surpris. Mais, tout de même, ça m'a un peu troublé. Hannah Arendt, pourtant, l'avait déjà observé. Et il est toujours bon de se référer à ses écrits sur les dérives de l'histoire, parce que, comme les fins observateurs l'ont finement observé, l'histoire a tendance à bégayer, et en l'occurrence, Hannah est une fine observatrice. Elle nous dit notamment une chose. Le totalitarisme commence toujours par le mépris de ce qui existe, suivi par l'idée, que je cite, « Tout changement, quel qu'il soit, sera forcément meilleur ». Et c'est, je crois, sur quoi, au moins en partie, repose la rhétorique actuelle du côté des extrêmes. Trump séduit ses supporters avec cette idée simple. C'est forcément une bonne idée de tout foutre en l'air, de dégager toutes les structures en place, les élites, les dirigeants, de s'affranchir des règles établies, parce que ça ne pourra pas être pire. Ce qui au passage me semble relever du fantasme révolutionnaire classique, mais une révolution faite par des ultra-riches. Le 15 février, en rentrant du golf et certainement inspiré par le grand air de Floride, il tweetait « Celui qui sauve son pays ne viole aucune loi ». Une citation attribuée par Balzac à Napoléon. Autrement dit, on se fout de la loi, ça ne compte plus. Donc un vrai révolutionnaire, en fait, ce Donald. Et ça, c'est enthousiasmant pour beaucoup. Et dans les commentaires sous la vidéo YouTube de mon précédent épisode sur le chaos, ça donne à peu près ça. Ha ha ha, espèce de gauchias, on fait moins le malin, Trump fait le ménage et va nous libérer. Ou bien, tu parles de menaces contre la démocratie parce que tu crois peut-être que la démocratie fonctionnait encore. Au contraire, Trump veut sauver la démocratie de toutes ces élites corrompues, du wokisme et des islamo-gauchistes. Ou encore, tu recevais combien de l'USAID ? Auditer le fonctionnement de l'État devient la politique du chaos ? Ça marche plus, même chez les brainwashed. Sous-entendu, je suis payé par les démocrates et Trump et Musk ne font que réformer un État mal géré et rien d'autre. Faut pas nous raconter des salades. Il y a, je crois, confusion. Comme si analyser les intentions de Trump, les influences et alerter sur ce que ce type de démarche a donné dans l'histoire, comme si faire ça, c'était nier l'existence des problèmes actuels ou être à la solde du camp d'en face. Et il me semble qu'on peut tout à fait condamner l'attitude et les erreurs des démocrates, les affaires dans lesquelles sont pris des dirigeants soi-disant respectables, les errements de la cancel culture, la corruption, un système incapable de répondre à certaines attentes d'une partie de la population, et en même temps se méfier du Trumpisme. Et pareil chez nous. On peut être critique envers ce qui est en place et se méfier de l'extrême droite ou de l'extrême gauche, en analyser les techniques rhétoriques et les arrangements avec la vérité. La nuance, c'est compliqué, je sais bien. Elle a toujours été. Mais elle est aujourd'hui réellement, structurellement menacée
du fait du fonctionnement des algorithmes, des chaînes d'infos en continu, de certains médias ouvertement politisés et radicalisés, du fait que tout le monde et n'importe qui a potentiellement un haut-parleur sur Internet, et du fait de la qualité des stratèges en communication qui jouent avec nos biais de simplification, nos désirs d'appartenance à des groupes, nos peurs, etc. Et on ne résoudra pas ce problème avec la raison. Chacun a ses propres sources d'informations qu'il pense être bonnes et qui souvent viennent conforter ses croyances. Là où j'estime par exemple que le New York Times, The Atlantic, la BBC, The Economist, Wikipédia sont des sources d'infos respectables, dignes de confiance malgré évidemment une partialité inévitable, et parfois des erreurs d'analyse aussi, d'autres sont convaincus que ce n'est pas le cas, qu'il faut plutôt écouter Fox News, CNews, Idriss Aberkan, Pascal Praud, Trump, Musk, Poutine & co. Qui, eux, nous disent les choses vraies, telles qu'elles sont. Qui, eux, sont honnêtes et désintéressés. Et on est coincé là-dedans. Dans cette confusion générale dont profitent évidemment les plus malins et les plus puissants. Et je vais y revenir. La seconde raison pour laquelle je voulais revenir sur les États-Unis est liée à la première. C'est un peu une charade. L'enthousiasme d'une partie de mes interlocuteurs, ou même ce léger engouement pour le projet Trump, parfois que je constate autour de moi, m'ont donné envie de creuser un tout petit peu plus du côté des fondations de tout ça, pour encore mieux comprendre ce qui structure la dynamique actuelle. Et c'est ce que je vous propose de faire, donc, en nous attardant notamment sur un personnage clé dont j'ai déjà un peu parlé, à savoir Peter Thiel. Peter Thiel a un projet qui ne se limite pas aux États-Unis. À travers un réseau d'influence sophistiqué, des alliances avec l'extrême droite européenne et une infrastructure technologique sans précédent, Thiel et ses alliés visent à redéfinir les règles du jeu international. Et l'Europe, avec ses traditions démocratiques et sa volonté de réguler la tech, est particulièrement dans la ligne de mire. C'est cette histoire que je vais vous raconter dans cet épisode, une histoire qui nous concerne tous, parce qu'elle dessine les contours du monde qui pourrait émerger si ce projet réussit. Un monde où la démocratie libérale serait remplacée par une forme nouvelle de pouvoir, mêlant high-tech et autoritarisme, innovation et contrôle social. C'est parti. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde, il vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite. Bienvenue sur Sismic. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel ? Quelle est ta définition du réel ? Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. L'humanité est menacée dans ses fondamentaux. Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre. Alors Peter Thiel est une pièce maîtresse du puzzle. Et je vous avoue être passé un petit peu à côté de son importance lors de ma première analyse. En particulier l'importance de son influence croissante, notamment au travers de son protégé, J.D. Vance, le jeune vice-président américain. Parce que si Bannon incarne la dimension populiste du projet, Thiel en représente la dimension technocratique et intellectuelle. Et à travers son réseau d'influence, son infrastructure technologique et sa vision sophistiquée du pouvoir, il dessine les contours d'un projet qui dépasse largement les frontières américaines, donc. Et cette influence n'est pas nouvelle. Dès 2016, Thiel était le premier grand nom de la Silicon Valley à soutenir Trump. Mais aujourd'hui, avec Vance comme vice-président et le Doge de Musk comme bras armé, son projet prend une toute autre dimension. Un projet donc qui vise non seulement à transformer l'État américain, mais, comme je l'ai dit, à redéfinir l'ordre mondial lui-même. Un projet qui est en train d'être exécuté à une vitesse folle devant nous. Et pour comprendre les implications de cette ambition, il faut qu'on plonge dans les mécanismes concrets de cette influence, dans son infrastructure tech et surtout dans sa stratégie internationale. Parce que, comme je l'ai dit, c'est peut-être en Europe que se jouera la bataille décisive. Alors commençons par raconter l'histoire de la relation entre Thiel et J.D. Vance, puisqu'elle est, je pense, révélatrice. Alors, étudiant à Yale Law School, au début des années 2010, Vance
est profondément marqué par les écrits et les idées de Thiel sur la stagnation technologique et le déclin des élites américaines. Et cette influence va transformer sa vie. Et il le dit lui-même, il a assisté à la conférence de Thiel à Yale, et pour lui ce moment a été le plus important de sa vie d'étudiant. Donc Vance contacte Thiel, qui, après l'avoir rencontré, décide rapidement de le prendre sous son aile. Et de critiques virulents de Trump, qu'il comparait à l'époque à Hitler, Vance devient petit à petit, sous le mentorat de Thiel, l'un des architectes intellectuels du nouveau régime. Et cette transformation n'est pas qu'opportuniste. Elle reflète une véritable conversion à une vision du monde radicalement nouvelle. Parce que Thiel n'est pas un simple milliardaire libertarien. Cofondateur de PayPal et de Palantir, premier investisseur extérieur dans Facebook, qui a fait sa fortune, donateur majeur de Trump, donc depuis 2016, c'est surtout l'architecte intellectuel d'un projet de transformation radicale de nos sociétés dont on va parler. Et pour comprendre ce projet, faut d'abord comprendre l'homme qui le porte, sa formation intellectuelle et la vision du monde qui guide son action. Alors la pensée de Thiel a été profondément façonnée par plusieurs influences majeures. À Stanford, au début des années 90, il suit les cours de René Girard, philosophe français, dont la théorie du désir mimétique va devenir centrale dans sa vision du monde. Cette théorie, qui analyse le désir comme fondamentalement imitatif, le marque au point qu'il créera plus tard l'Imitatio Institute pour poursuivre ses recherches. Pour Girard, nos désirs ne sont pas autonomes, mais toujours copiés sur ceux des autres. Et cette imitation conduit à des rivalités qui ne peuvent être résolues que par le sacrifice d'un bouc émissaire, permettant de restaurer temporairement l'ordre social. Et Thiel voit dans cette théorie non seulement une explication des dynamiques sociales, mais un modèle opérationnel pour comprendre et influencer les comportements collectifs. Et l'épisode de la Silicon Valley Bank, en mars 2023, en est une bonne illustration, puisque son retrait de 50 millions de dollars a déclenché une réaction en chaîne mimétique, démontrant, pour lui, la puissance de ces mécanismes dans la finance moderne. Et l'influence de Girard se combine avec une expérience personnelle significative. Né à Francfort en 1967, Thiel émigra aux États-Unis avec ses parents à l'âge de 1 an. Son père, ingénieur chimique travaillant pour diverses compagnies minières, déménagea fréquemment avec sa famille. Et avant de s'installer définitivement en Californie en 1977, les Thiel vécurent en Afrique du Sud et en Namibie, alors Afrique du Sud-Ouest sous administration sud-africaine. À Swakopmund, qui est une ville fondée par les Allemands en Namibie, mais qui est alors sous administration sud-africaine, Thiel fréquente une école germanique dans un contexte où l'apartheid combine modernité technique et hiérarchie raciale stricte. Les archives de l'époque, notamment un reportage du New York Times de 1976, témoignent que la ville conservait alors des sympathies ouvertes pour l'idéologie nazie, avec, par exemple, la vente de souvenirs à croix gammée dans les boutiques de curiosités. Et Peter changea 7 fois d'école primaire, dont une à Swakopmund, où les élèves devaient porter l'uniforme et où la punition corporelle était pratiquée. Et cette expérience, dans un contexte d'apartheid, combinant modernité technique et hiérarchie raciale stricte, développa chez lui une aversion pour l'uniformité et la régimentation qui influença plus tard son adhésion à l'individualisme et au libertarianisme. Alors évidemment, tout ne se joue pas à cette époque, il faut éviter les raccourcis, je vais très vite, mais toujours est-il que le vécu de Thiel a fini par façonner une vision du monde unique qui trouve aujourd'hui son expression dans la synthèse qu'il développe entre christianisme conservateur et transhumanisme radical. Act 17, organisation qu'il finance, en est l'incarnation. Le groupe organise des rencontres entre élites tech et leaders religieux, créant un forum où la technologie est présentée comme un instrument divin de transformation sociale. Et le dernier événement d'Act 17, tenu dans son manoir Beaux-Arts de Washington à la veille de l'investiture de Trump, illustre cette fusion. Devant plus de 200 invités du monde de la tech et du capital risque, Thiel y développe une interprétation des 10 commandements qui justifie à la fois l'autorité absolue et l'inégalité sociale. Le premier commandement, n'avoir d'autre Dieu,
Et le dernier, ne pas convoiter, sont pour lui les plus significatifs. Une lecture qui, on peut le dire, légitime religieusement sa vision technocratique du pouvoir. Alors quel est le projet politique ? Cette formation intellectuelle éclectique converge vers un projet cohérent dont la pierre angulaire est le rejet de la démocratie libérale. Et comme Thiel l'écrivait déjà en 2009, je cite, « Je ne crois plus que la liberté et la démocratie sont compatibles. » Cette phrase, qui est souvent citée, révèle une conviction profonde. Pour lui, la démocratie libérale est un système faible, incapable de prendre les décisions nécessaires face aux défis du XXIe siècle. Et sa vision alternative ? Un ordre techno-féodal où une élite d'entrepreneurs innovateurs exercerait un pouvoir sans contrainte. Les États-nations seraient remplacés par des cités-États corporatives, gérées comme des entreprises. La technologie servirait à la fois d'outil de contrôle et de source de légitimité. Le pouvoir appartiendrait à ceux capables d'innover et de créer. Alors cette vision se nourrit d'influences diverses, du darwinisme social. Il retient l'idée d'une hiérarchie naturelle basée sur la compétition. De l'accélérationnisme de Nick Land, dont on avait parlé, il adopte l'idée que la technologie doit être poussée à son maximum pour provoquer une rupture civilisationnelle. De Leo Strauss, qu'il a étudié à Stanford, il retient une double critique. Celle de la démocratie libérale moderne, jugée trop relativiste et donc faible, et celle de la transparence démocratique, avec l'idée qu'une élite éclairée doit parfois protéger certaines vérités du regard public pour maintenir l'ordre social. Mais c'est surtout dans sa lecture de Girard que Thiel trouve la justification ultime de son projet. Parce que si la démocratie libérale, avec son égalitarisme, ne fait qu'exacerber les rivalités mimétiques, alors seul un ordre hiérarchique fort peut contenir la violence sociale. Le chaos actuel n'est donc pas un accident, mais une étape nécessaire. Il prépare le terrain pour l'émergence d'un nouvel ordre. Et ce projet n'est donc pas resté théorique. C'est qu'à travers un réseau d'influence sophistiqué, une infrastructure technologique puissante, Thiel travaille méthodiquement à sa réalisation. Et c'est cette machine de pouvoir qu'on va maintenant examiner. À travers Palantir, Thiel a construit une infrastructure de surveillance et de contrôle incroyable. L'entreprise qui tire son nom des pierres de voyance du Seigneur des Anneaux gère aujourd'hui des données sensibles pour de nombreuses agences gouvernementales américaines et européennes avec des contrats dépassant 2,7 milliards de dollars depuis 2009. Et le système des revolving doors, des portes tournantes, des portes à double battant entre Palantir et l'administration qu'il a créée est particulièrement sophistiqué. L'entreprise a développé une stratégie méthodique de recrutement d'anciens hauts fonctionnaires tout en plaçant ses anciens employés à des postes clés. Jacob Hellberg, conseiller de Palantir, devient ainsi secrétaire d'État adjoint aux affaires économiques. Grégory Barbacha, ancien de l'entreprise pendant 10 ans, prend la direction des systèmes d'info de la Maison-Blanche. Et cette stratégie permet à Palantir d'influencer directement les politiques publiques tout en captant toujours plus de données gouvernementales. Au Royaume-Uni, l'entreprise a recruté d'anciens hauts fonctionnaires du NHS, le système de santé, juste avant de remporter un contrat de 330 millions de livres sterling pour gérer les données de santé. Aux États-Unis, au moins 6 personnes ont fait la navette entre Palantir et le bureau de l'intelligence artificielle du Pentagone. Le Doge de Musk n'est en fait que la partie visible de l'iceberg. C'est tout l'appareil d'État qui est progressivement capturé par cette infrastructure de contrôle. Les dépenses de lobbying de Palantir ont été multipliées par 6 en 10 ans, atteignant presque 6 millions de dollars en 2024. Et l'entreprise a également créé sa propre fondation pour financer la recherche académique et façonner les débats politiques. Tous ces efforts montrent comment Palantir s'inscrit dans une stratégie plus large de captation du pouvoir étatique et de contrôle des infrastructures critiques, avec des implications profondes donc pour la vie privée et la souveraineté des données, comme on imagine. Mais Palantir n'est qu'un élément d'un réseau plus large. La PayPal Mafia. Alors c'est un surnom,
qu'on donne à un groupe formé des anciens de PayPal, qui inclut non seulement Thiel et Musk, qui étaient cofondateurs, mais aussi des figures comme David Sacks, Keith Rabois ou Joe Lonsdale. Et ensemble, ils contrôlent un empire qui s'étend de la tech à la finance en passant par la défense. Et leur influence s'exerce à travers un réseau complexe d'entreprises, de fonds d'investissement et d'organisations politiques. Lonsdale, par exemple, a joué un rôle central dans la mise en place du Doge et dans le financement de la campagne de Trump via l'America PAC. David Sacks, ancien COO, c'est-à-dire directeur des opérations de PayPal et fondateur de Yammer, est devenu un des principaux collecteurs de fonds pour Trump, tout en co-organisant sa soirée d'investiture chez Thiel. Et on peut aussi reparler de J.D. Vance, pour illustrer leur méthode de formation des élites politiques. Donc repéré par Thiel à Yale, puis embauché par son fonds Mithril Capital, financé pour son retour en Ohio, où il lance un fonds de capital risque lui-même, puis soutenu à hauteur de 15 millions de dollars pour sa campagne sénatoriale, Vance est méthodiquement transformé en figure politique majeure. Et c'est Thiel qui orchestre sa première rencontre avec Trump à Mar-a-Lago en 2021, ouvrant la voie à son ascension vers la vice-présidence. Et cette transformation n'est pas qu'opportuniste. Ça reflète une véritable conversion à la vision de Thiel. Vance devient le traducteur politique parfait du projet thielien, capable de parler à la fois aux élites tech et à la base populiste. Et le réseau s'étend profondément aussi dans le monde religieux. Act 17 n'est pas qu'un forum de discussion. C'est aussi un outil stratégique pour créer des alliances entre la tech right et les évangéliques. Les événements organisés chez Thiel, où Gary Tan, le CEO de Y Combinator, mêlent discussion théologique et networking professionnel. En présentant la tech comme un don de Dieu et l'innovation comme une forme de grâce, Thiel légitime religieusement son projet politique. Cette fusion entre tech et religion trouve son expression la plus claire peut-être dans la nomination de Pete Hegseth comme secrétaire de la Défense. Alors Pete Hegseth, ancien présentateur de Fox News, devenu théoricien de la souveraineté des sphères, qui est une doctrine qui divise l'autorité entre l'État, la famille patriarcale et l'Église, toutes soumises à la loi divine, Hegseth prône une vision théocratique où l'État doit se soumettre à la loi biblique. Et au passage, la femme à l'homme, le faible au fort. Et sa présence au Pentagone illustre la convergence entre tech-right et nationalisme chrétien. Tous deux partagent une méfiance envers la démocratie libérale et une vision hiérarchique de la société. Et cette alliance entre pouvoir technologique, influence politique et légitimation religieuse crée une machine de pouvoir d'un nouveau type. Une machine capable non seulement de surveiller et de contrôler, mais aussi de façonner les désirs et les croyances à travers un usage sophistiqué des mécanismes mimétiques identifiés par Girard. Alors parlons maintenant de l'ambition internationale de cette affaire. Parce que, à la limite, si tout ça se limitait à la sphère états-unienne, on passerait à autre chose. Mais non. Et comme l'analyse Yanis Varoufakis, très loquace dernièrement sur le sujet, on assiste à l'émergence de ce qu'il appelle un tech-féodalisme, où l'Europe se trouve prise en tenaille entre deux formes d'autoritarisme qui, paradoxalement, collaborent. L'autoritarisme russe, traditionnel, et un nouveau techno-autoritarisme américain. Et cette convergence n'est, selon lui, pas accidentelle du tout. Elle reflète une vision commune où la démocratie libérale est donc perçue comme un obstacle à dépasser. Ces stratégies combinent trois éléments. Le soutien aux forces populistes antilibérales, l'attaque contre les régulations démocratiques et la promotion d'une vision alternative de l'Occident. Et le discours de Vance, tout récent, à la conférence de Munich, le 14 février, sur la sécurité, en est l'illustration parfaite. Puisque face à un auditoire stupéfait, et je vous conseille d'écouter ce discours, le vice-président américain appelle explicitement à lever les pare-feux contre l'Alternative für Deutschland, l'AfD,
parti dont certaines factions sont pourtant classées comme extrémistes par les services de renseignement allemands. Cette offensive trouve tout plein de relais puissants en Europe, où chaque pays devient un terrain d'expérimentation pour le tech-féodalisme. En Allemagne, Elon Musk participe directement à des événements de campagne de l'AfD, encourageant l'électorat à, dit-il, dépasser la culpabilité du passé. Et je peux pas résister, pour alléger un peu l'ambiance, je vous mets un petit extrait d'OSS 117. Ne vous direz rien, malheur. Le Troisième Reich et l'idéologie nazie m'ont toujours rendu dubitatif. Bla 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 bla. C'est marrant que c'est toujours les nazis qui ont le mauvais rôle. Nous sommes en 1955, Herr Bramar. On peut avoir une deuxième chance ? En Italie, j'en avais déjà parlé, Musk négocie avec le gouvernement Meloni pour que Starlink contrôle les communications satellitaires du pays, sapant directement la stratégie d'indépendance technologique de l'UE. En France, même si les connexions, pour le coup avec les Américains, ne sont pas évidentes, à ma connaissance, Vincent Bolloré et Pierre-Édouard Sterrin représentent deux facettes complémentaires d'une stratégie similaire. Le premier a mis son empire médiatique au service de l'extrême droite, contribuant à normaliser les discours du RN, tandis que le second déploie un plan de 150 millions d'euros, baptisé Périclès, pour former et soutenir des candidats alignés sur l'extrême droite. Et ces acteurs, bien que donc non directement liés à Thiel, partagent sa vision d'une société combinant autorité forte et ultralibéralisme économique, l'essence même donc du tech-féodalisme décrit par Varoufakis. Alors, cette offensive politique s'accompagne par ailleurs d'une stratégie sophistiquée de capture technologique. Palantir étend son influence à travers des contrats stratégiques avec les agences de renseignement et les services publics européens. Au Royaume-Uni, comme je l'ai dit, l'entreprise gère les données sensibles pour le NHS, mais aussi le ministère de la Défense et le Home Office, créant une dépendance technologique critique. Et cette mainmise sur les données s'accompagne d'un effort coordonné pour saper les tentatives européennes de régulation numérique. Le RGPD, le Digital Services Act ou l'AI Act, toutes ces initiatives sont présentées comme des entraves bureaucratiques à l'innovation. Et plus profondément, c'est toute la conception européenne de la démocratie qui est remise en cause. Thiel voit dans l'Union européenne l'incarnation de ce qu'il appelle, citant Alexandre Kojève, l'État universel et homogène. Un système bureaucratique qui étoufferait l'innovation et la liberté au nom de la régulation. Là où l'Europe post-1945 a construit un modèle fondé sur les droits individuels et la limitation du pouvoir, Thiel et ses alliés promeuvent un modèle qui combine donc contrôle algorithmique et autorité politique. Un modèle qui n'est pas sans rappeler certains aspects de l'Afrique du Sud de leur jeunesse. Et cette ambition s'appuie sur un réseau international sophistiqué qui opère à 3 niveaux, chacun renforçant les autres dans une stratégie d'ensemble. Au niveau financier d'abord, on observe une convergence inédite entre différentes sources de financement. Des fondations ultra-conservatrices américaines soutiennent des mouvements antidémocratiques en Europe, tandis que des médias pro-Kremlin, comme Voice of Europe, financent directement des partis d'extrême droite. Et cette alliance entre capital technologique américain et influence russe n'est évidemment pas fortuite. Elle reflète une vision partagée d'un ordre post-démocratique où le pouvoir appartiendrait donc à une élite transnationale affranchie du contrôle démocratique. Et paradoxalement, ça se dit lutter contre les mondialistes. Au niveau technologique, ensuite, un véritable archipel d'influence se met en place. Palantir, SpaceX et les autres entreprises du réseau ne se contentent pas de vendre des services. Elles tissent des liens profonds avec les administrations européennes. Et leur méthode est sophistiquée. Donc recrutement d'anciens hauts fonctionnaires, organisation de dîners avec des ministres, placement stratégique d'anciens employés à des postes clés, et ça leur permet d'influencer directement les politiques publiques tout en captant toujours plus de données sensibles. C'est un cercle vertueux en fait pour eux, et vicieux pour la démocratie. Parce que plus ils accumulent de données, plus leur influence grandit. Mais c'est peut-être au niveau idéologique que leur emprise devient la plus profonde. À travers des podcasts comme All In de David Sachs, ou des interventions médiatiques coordonnées, et surtout un usage sophistiqué des réseaux sociaux, donc particulièrement X, Twitter, sous contrôle de Musk, pour rappel, il façonne un narratif cohérent qui transcende les frontières.
Et leur message est simple et performatif. Les élites traditionnelles ont échoué, l'État est inefficace, l'Europe est antidémocratique, les frontières sont une passoire. Et ce discours trouve des relais puissants auprès d'acteurs locaux, donc comme les présentateurs de Bolloré en France, qui amplifient ces thèmes et normalisent les positions d'extrême droite petit à petit. Et cette narration séduit particulièrement une nouvelle génération de leaders politiques et d'entrepreneurs européens. La promesse d'une synthèse entre autorité traditionnelle et innovation technologique, entre nationalisme et ultralibéralisme, attire ceux et celles qui voient dans la démocratie libérale un système dépassé. Et le succès de l'AfD auprès des jeunes Allemands, comme celui du RN auprès des jeunes Français, reflète cette séduction. Des figures comme donc Pierre-Édouard Stérin incarnent cette nouvelle droite qui marie conservatisme social et disruption économique, important explicitement les méthodes du monde des startups dans la politique. La Tech Right a ainsi réussi à créer ce que Marc Andreessen, dont on avait parlé, appelle un archipel fortifié. Un réseau transnational qui échappe largement au contrôle démocratique traditionnel. Et ce réseau ne se contente pas d'influencer le débat public, il crée sa propre réalité, son propre écosystème informationnel. Et c'est là que réside peut-être sa force principale. Il ne faut pas oublier que ce que nous croyons être des idées originales ou des opinions qui nous appartiennent sont bien souvent le fruit de ce à quoi nous sommes le plus exposés, consciemment ou non. Il en faut parfois peu pour nous faire peur, et peu ensuite pour nous rassurer. Un homme fort et sûr de lui, avec le menton en avant et des solutions simples, fera finalement souvent l'affaire. Strong man, big tough guy. Nobody's stronger than me. Nobody has better toys than I do. There's nobody bigger or better at the military than I am. Nobody loves the Bible more than I do. Nobody builds walls better than me. Nobody's better. There is nobody that respects women more than I do. Nobody would be tougher on ISIS than Donald Trump. Because nobody's ever had crowds like Trump has had. Nobody knows the system better than me, which is why I alone can fix it. La sophistication du projet ne réside pas seulement dans son infrastructure technologique ou son réseau d'influence. Elle s'appuie aussi sur un arsenal de techniques de manipulation et de propagande d'une redoutable efficacité. Et pour comprendre comment ce système opère, faut qu'on l'analyse un petit peu, faut qu'on en analyse les mécanismes. Alors d'abord, il y a l'arsenal classique de la désinformation. On va commencer par revenir sur les techniques de base, donc inspirées par Bannon et son Flood the Zone, et perfectionné sous Trump. Lors de son premier mandat, le Washington Post a dénombré plus de 30 000 déclarations fausses ou trompeuses, passant de 6 mensonges par jour, sa première année, à 39 par jour la dernière. Donc difficile, voire impossible à suivre. Pas le temps, évidemment, de tout débunker ou démystifier en bon français, et c'est bien l'idée. But one thing I can promise you this. I will always tell you the truth. Mais l'innovation de Trump est de coupler ces techniques, ces tactiques de la submersion et de la répétition permises par les réseaux sociaux et les chaînes d'infos continues avec la bonne vieille technique dite du big lie, du grand mensonge. Cette technique, théorisée dans les années 1930, repose sur un principe simple. Un mensonge suffisamment énorme, s'il est répété avec constance, finit par créer sa propre réalité. Comme l'expliquait Goebbels, à qui on attribue cette citation, si vous répétez un mensonge assez longtemps, les gens finiront par le croire. Et il ajoute, le mensonge ne peut être maintenu que tant que l'État peut protéger les gens des conséquences politiques et économiques et militaires du mensonge. Il devient donc d'une importance vitale pour l'État d'utiliser tous ses pouvoirs pour réprimer la dissidence, car la vérité est l'ennemi mortel du mensonge. Alors on n'en est pas encore à réprimer la dissidence, certes, mais dans les faits, étant donné la nature des réseaux sociaux et des bulles médiatiques en général, il n'est plus certain que l'on ait besoin de faire ça. Et d'ailleurs, on pourrait aussi arguer que les armées de trolls en ligne se chargent, in fine, de la répression. L'exemple parfait du big lie, du grand mensonge, est peut-être celui de l'élection soi-disant volée de 2020.
Un mensonge qui, malgré toutes les preuves contraires, est toujours cru par la moitié des électeurs républicains et qui a en partie permis à Trump d'être réélu, de rester dans la course. Et ces grands mensonges ne visent pas notre raison, mais nos émotions, notre imaginaire collectif. Et les recherches montrent même que y croire renforce l'estime de soi des partisans. Dans le cas de la soi-disant élection volée, les électeurs de Trump ne sont par exemple plus des perdants, puisque dans cette version de l'histoire, Trump lui-même n'a jamais perdu. Et oui, logique. Mais les techniques ont évolué, devenant plus subtiles et sophistiquées, et tout le monde n'a pas non plus l'aplomb de Trump pour mentir aussi ouvertement. Et il faut aussi savoir être plus subtil pour compléter le tableau. Et le récent discours de J.D. Vance, donc à la conférence sur la sécurité de Munich, en offre, je crois, un exemple parfait. Face à un parterre de leaders européens, le vice-président américain déploie une rhétorique qui mérite d'être un peu décortiquée. On l'écoute. You can believe it's wrong for Russia to buy social media advertisements to influence your elections. We certainly do. You can condemn it on the world stage even. But if your democracy can be destroyed with a few $100,000 of digital advertising from a foreign country, then it wasn't very strong to begin with. Donc je traduis, si votre démocratie peut être détruite par quelques centaines de milliers de dollars de publicité digitale venant d'un pays étranger, c'est qu'elle n'était pas très solide au départ. Vance fait ici allusion à la récente annulation des élections en Roumanie du fait de la révélation d'une manipulation massive de l'opinion par la Russie. Et cette phrase, apparemment anodine, concentre plusieurs techniques de manipulation. D'abord, elle minimise drastiquement l'ampleur de l'ingérence russe en Roumanie. La réalité, documentée par les services de renseignement roumains et confirmée publiquement par le secrétaire d'État américain Antony Blinken, c'est une opération massive impliquant des millions de dollars et des réseaux d'influence complexes. Mais, subtilement, cette phrase inverse la culpabilité. Ce n'est plus l'agresseur qui est en cause, mais la faiblesse, supposée, des démocraties européennes. Alors plus révélateur encore, on a ce second passage. The threat that I worry the most about vis-à-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the threat from within. The retreat of Europe from some of its most fundamental values, values shared with the United States of America. La menace qui m'inquiète le plus concernant l'Europe, dit-il, n'est pas la Russie, n'est pas la Chine, n'est pas un quelconque acteur externe. Ce qui m'inquiète, c'est la menace intérieure. Et Vance donc de citer quelques exemples d'ailleurs largement détournés, censés prouver des attaques sur la liberté d'expression systématiques, les dangers de l'immigration systématique et du wokisme. Et ici, Vance reprend presque mot pour mot, en fait, le narratif du Kremlin sur la décadence occidentale. Cette technique de diversion vise à détourner, une fois de plus, l'attention de l'agression russe vers des menaces intérieures supposées. Donc plus ou moins habilement, Vance utilise la technique de l'inversion accusatoire. Il se présente comme le défenseur des valeurs démocratiques face à des élites européennes prétendument autoritaires. En dénonçant la censure, entre guillemets, et les atteintes à la liberté d'expression, il détourne l'attention des véritables menaces. L'ingérence russe, la désinformation massive, les attaques contre les institutions démocratiques. Et c'est une technique redoutable parce qu'elle est convaincante au premier abord. Qui ne serait pas d'accord pour défendre la liberté d'expression? Qui ne s'offusque pas des exemples d'abus, de corruption, de violence, de défauts de nos systèmes? Et Vance, comme ses camarades, abuse aussi de la technique rhétorique dite de généralisation hâtive ou généralisation abusive, qui consiste en gros à faire d'un exemple isolé une généralité. Et là aussi, c'est une technique particulièrement efficace parce qu'elle joue sur nos biais cognitifs naturels. Puisque nous avons tendance à considérer qu'un exemple frappant est représentatif d'une situation plus large. Ça s'appelle le biais de représentativité. Et on a aussi tendance à accorder plus d'importance aux informations concrètes et facilement mémorisables qu'aux analyses complexes. C'est le biais de disponibilité.
Mais tout ça masque une réalité inquiétante. Puisque pendant que Vance dénonce des restrictions somme toute limitées et encadrées sur la désinformation en Europe, pendant qu'il alerte sur des démocraties en danger, ses alliés construisent un appareil de contrôle et de manipulation d'informations sans précédent. C'est en quelque sorte l'inversion de la charge de la preuve. Vous dites que je mens ? Non, c'est vous qui mentez. Et dans l'anarchie informationnelle ambiante, c'est imparable. Et précisément, ce qui rend ces techniques particulièrement redoutables aujourd'hui, c'est leur capacité à créer un environnement de confusion permanente. Il ne s'agit plus simplement de mentir, mais de multiplier les versions contradictoires de la réalité jusqu'à ce que la vérité elle-même devienne insaisissable, la post-vérité. X, Twitter sous le contrôle de Musk, en est l'exemple parfait. Sous couvert de liberté d'expression, la plateforme est devenue un instrument de désinformation massive, où les théories du complot et les affirmations sans preuve côtoient les faits vérifiés, sans distinction aucune. Et face à la multiplication des versions contradictoires, on a tendance à nous raccrocher aux explications qui confortent nos croyances préexistantes. La tech right l'a parfaitement compris. Elle ne cherche pas tant à convaincre qu'à renforcer les convictions de sa base, tout en semant le doute chez les autres. Et comme me le disait un ami récemment, à force d'entendre des versions contradictoires, je ne sais même plus ce qui est vrai, et je lâche l'affaire. Et c'est exactement le but recherché. Hannah Arendt l'avait analysé dès 1967, et je la cite. « Le menteur a l'immense avantage de se trouver toujours en accord avec l'auditoire. Il dit ce que les autres souhaitent de toute façon entendre. » Et elle va plus loin dans une interview de 1973 qui résonne étrangement aujourd'hui. Dès lors que nous n'avons plus de presse libre, tout peut arriver. Ce qui permet à une dictature totalitaire ou à toute autre dictature de régner, c'est que les gens ne sont pas informés. Comment pouvez-vous avoir une opinion si vous n'êtes pas informé ? Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit plus rien. Et c'est exactement ce qui se passe. Sans vérité partagée et surtout sans lien avec le réel, on ne peut rien construire librement. On s'en remet alors à un camp ou à un autre. Poutine est-il le sauveur d'un Occident qui se perd dans l'islamo-gauchisme ou bien un dictateur qui envahit son voisin ? Trump est-il un honnête leader qui ne souhaite que le bien de son peuple ou un cynique menteur qui ne cherche que le pouvoir ? Sans faits vérifiables et partagés, ces questions deviennent impossibles à trancher. Et cette destruction de la vérité commune n'est pas un effet secondaire. C'est le but même du système. Un peuple incapable de s'accorder sur les faits de base est un peuple incapable de résister efficacement à l'autoritarisme. Comme le note Arendt, un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Et l'on peut faire ce que l'on veut d'un tel peuple. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre le défi européen qui se présente à nous. Donc face à cette offensive coordonnée, l'Europe se retrouve dans une position paradoxale. D'un côté, elle est la cible principale du tech-féodalisme, prise en tenaille entre l'autoritarisme russe et le nouvel autoritarisme américain assumé. Et de l'autre, elle reste peut-être le seul espace politique capable de proposer un modèle alternatif crédible. Et cette tension définit le défi européen. Comment maintenir une voie démocratique à l'ère du contrôle algorithmique, des attaques externes et aussi des tensions internes. Alors pour réfléchir à tout ça, il faut qu'on s'attarde à nouveau sur les vulnérabilités européennes, puisque la lucidité est, en général, je crois, un bon point de départ. Alors quelles sont-elles ? La première vulnérabilité est d'ordre technologique, et elle est massive. L'Europe n'a pas su développer ses propres champions numériques et dépend largement des infrastructures américaines. Et cette dépendance prend des formes multiples et profondes, et peut-être même irréversibles. Dans le cloud computing, les géants américains contrôlent près de 70% du marché européen. Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud hébergent des données sensibles d'entreprises et d'administrations sur des serveurs soumis au Cloud Act américain, ce qui veut dire concrètement que les États-Unis ont accès aux données à peu près comme ils veulent.
Dans les systèmes de paiement, malgré des tentatives comme le PEPSI, le Pan-European Payment System Initiative, l'Europe reste dépendante de Visa et Mastercard. Dans l'intelligence artificielle, même si des acteurs comme Mistral émergent, la domination d'OpenAI, d'Anthropic et de Google, DeepMind, reste écrasante. Et cette dépendance technologique n'est pas qu'une question de marché, c'est un enjeu de souveraineté. Le duopole iOS-Android sur presque 100% des smartphones européens, la domination de Meta, de Google, de X sur l'espace public numérique, Palantir, Amazon, Starlink, Microsoft, etc. Chaque brique technologique devient un point de contrôle potentiel. Et c'est l'autonomie décisionnelle de l'Europe qui est en jeu. Et pour l'instant, cette autonomie est déjà clairement plus assurée. La deuxième vulnérabilité est militaire et stratégique. Face à une Russie qui a massivement réarmé et restructuré son appareil militaro-industriel, l'Europe se trouve dans une position de faiblesse inédite depuis 1945. À force de naïveté, à force de se soumettre aux pseudo-amis protecteurs américains, les pays européens sont incroyablement démunis. Et cette vulnérabilité est d'autant plus critique que les États-Unis remettent donc ouvertement en cause leur engagement dans l'OTAN. L'industrie de défense européenne, fragmentée et sous-financée, n'est aujourd'hui pas en capacité de répondre aux besoins d'une guerre moderne, comme l'a révélé d'ailleurs le conflit ukrainien. Et il se passera quoi si Poutine, demain, le grand pacifiste, décide de franchir la frontière des pays baltes, par exemple? La troisième vulnérabilité concerne les ressources et l'énergie. La dépendance énergétique européenne, longtemps masquée par les importations russes, est devenue criante. La transition écologique, bien qu'ambitieuse, se heurte à la dépendance aux terres rares et aux technologies chinoises, d'autant plus que l'Ukraine, au sous-sol très riche, ce qui n'est évidemment pas anodin dans l'équation actuelle, risque de se faire en grande partie piller. Et cette vulnérabilité structurelle limite considérablement là aussi l'autonomie stratégique européenne. La quatrième vulnérabilité, elle est sociale et identitaire. Les tensions autour de l'intégration d'une partie de la population immigrée, exploitée par les mouvements populistes, fragilisent le modèle social européen. Et ces divisions internes, aussi bien réelles, mais parfois aussi exagérées, sont systématiquement instrumentalisées par la tech right et ses alliés pour délégitimer le projet européen lui-même, ainsi que les différents projets nationaux. Et là, il suffit de peu pour mettre le feu aux poudres. La cinquième vulnérabilité est réglementaire. Le cadre européen de protection des données et de régulation du numérique, donc RGPD, DSA, DMA et ACT, est systématiquement attaqué, comme on l'a dit, comme étant un frein à l'innovation. Et cette offensive n'est pas que rhétorique, puisque Mark Zuckerberg attend explicitement de Trump qu'il libère, entre guillemets, la tech des contraintes européennes. Et c'est une pression qui pourrait s'intensifier via des menaces de guerre commerciale. Et de fait, la question n'est pas simple, puisque la ligne de crête est fine entre peut-être un nécessaire allègement de certaines lourdeurs réglementaires et un laisser-faire potentiellement mortifère sur le long terme. Et la vulnérabilité peut-être la plus profonde est culturelle. L'Europe, post-1945, s'est construite sur le rejet de l'autoritarisme et la limitation du pouvoir. Et ce modèle qui semblait triomphant après la chute du mur de Berlin apparaît aujourd'hui fragilisé face à la promesse techno-autoritaire. Et comme me le disait récemment un ami, les gens aspirent simplement à se sentir tranquilles. On veut de l'efficacité. Cette remarque révèle un glissement profond. Pour beaucoup, tant qu'on a un toit, à manger et surtout un bon Wi-Fi, le reste, la liberté, la démocratie, l'égalité, les autres, tout ça paraît secondaire. Mais il y a quand même quelques points de résistance, puisque face à ces menaces, l'Europe dispose d'atouts importants qui vont bien au-delà de sa seule capacité réglementaire. Alors si le Bruxelles Effect, c'est-à-dire sa capacité à imposer des normes comme le RGPD, donc au niveau mondial, reste important, la véritable force de l'Europe réside plutôt, je crois, dans son modèle social-démocratique unique. En combinant protection sociale et économie de marché, elle offre une alternative encore crédible au techno-féodalisme américain et à l'autoritarisme russe. Et ce modèle, malgré ses difficultés, qu'il faut bien reconnaître,
continue de produire des sociétés plus égalitaires et stables. Et plus fondamentalement encore, l'Europe dispose d'une expérience historique unique dans la résistance à l'autoritarisme. Les pare-feux contre l'extrême droite que Vance veut démanteler en Allemagne, ce ne sont pas des accidents historiques, c'est le fruit d'une réflexion approfondie sur les conditions de survie de la démocratie. Et de la résistance au nazisme à la chute du mur de Berlin, l'Europe a développé des anticorps contre le totalitarisme. Et cette mémoire institutionnelle, bien que parfois fragile, et peut-être plus qu'on ne le croit, reste précieuse face aux nouvelles formes de contrôle technologique. Donc l'enjeu n'est pas seulement défensif, ni uniquement technologique, on le comprend. Il s'agit de réinventer un modèle de société qui préserve les acquis démocratiques tout en répondant aux défis du XXIe siècle. Voilà, rien que ça. Donc on peut dire que l'Europe doit développer sa propre vision de la modernité, et une vision qui idéalement ne sacrifie pas la démocratie sur l'autel de l'efficacité. Et le temps presse, parce que la montée des mouvements antidémocratiques en Europe, leur convergence avec les intérêts de la tech right américaine et de la Russie, dessine une menace immédiate. Si l'Europe ne parvient pas à proposer une alternative crédible, très vite, elle risque de voir son modèle progressivement érodé de l'intérieur. Il suffirait que l'Allemagne, pilier historique de la construction européenne, bascule vers l'AfD pour que l'édifice entier se fissure sérieusement. Et dans un contexte où Trump et Vance remettent ouvertement en cause l'engagement américain dans l'OTAN, où la Russie pourrait ne pas se contenter des territoires déjà conquis en Ukraine, notre vulnérabilité devient existentielle. Et hier, sur France Info, l'ex-ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian parlait d'un véritable renversement d'alliance, dans le sens où Trump s'attaque aux alliés historiques des États-Unis et se positionne clairement en faveur de la Russie. Et au moment où j'écris ces lignes, il vient de traiter le président ukrainien Zelensky de dictateur, en lui disant de se dépêcher ou il ne va pas lui rester de pays. Glaçant. Dans une interview sismique précédente, le journaliste d'investigation Antoine Wittkin m'expliquait les liens étroits entre Poutine et Trump, qui selon lui remontaient aux années 90. Et il me semble de plus en plus difficile d'en douter, pour être honnête. Et ça a des implications immenses. C'est un renversement de l'état du monde depuis 1945, comme le diagnostiquait Le Drian, et il n'est pas seul à le dire. Cette menace est grave et combine 3 dimensions. La subversion technologique et médiatique, la pression militaire russe et la fragilisation interne par les mouvements populistes. Et face à cette coalition des autoritarismes, on doit urgemment renforcer non seulement la cohésion politique, mais aussi l'autonomie stratégique. Et tout ça dans un climat de défiance inédit dans plusieurs pays européens, défiance envers les institutions en place, les leaders en place, et un désir profond de changement. L'équation n'est pas simple donc, et j'attaque ma conclusion. Alors, si on récapitule, ce qui se joue aujourd'hui va donc bien au-delà d'une simple lutte de pouvoir ou d'une dérive autoritaire classique. À travers Peter Thiel, Vance, Musk, Trump et leur réseau, on voit émerger un projet cohérent de transformation radicale de nos sociétés qui combine donc, je me répète un peu, désolé, mais je résume, qui combine surveillance technologique totale, autoritarisme politique et concentration extrême des richesses. Et la sophistication de ce projet est sans précédent. Et c'est peut-être ça qu'on n'a pas encore bien compris, et c'est aussi pour ça que je fais ces épisodes. Il ne s'agit pas simplement de capturer l'État ou d'influencer la politique. C'est donc toute l'architecture de nos sociétés, y compris en Europe, qui est visée. Mais à travers Palantir, ils construisent l'infrastructure de surveillance. À travers le Doge, ils démantèlent l'État américain. À travers leur réseau d'influence, ils façonnent l'opinion, y compris l'opinion européenne. Et à travers leur alliance avec les forces populistes, ils légitiment démocratiquement ce projet antidémocratique. Et ils le font en se présentant comme les sauveurs de la démocratie contre une élite corrompue ou contre l'État profond. Les sauveurs de la liberté d'expression contre la censure woke. Et eux, ce sont les gentils milliardaires qui prennent le pouvoir pour défendre le bien commun, qui possèdent les plateformes d'information pour en garantir l'intégrité,
et qui s'empare désormais des données privées pour notre propre sécurité, pour notre confort et au nom de la sacro-sainte efficacité. Et il faut évidemment les croire sur parole. C'est pour notre bien tout ça. En ciblant particulièrement l'Europe, en soutenant activement les forces anti-libérales, en attaquant systématiquement les tentatives de régulation démocratique, ils cherchent à redéfinir donc cet ordre mondial. Et leur vision d'un Occident réinventé n'est pas celle de la démocratie libérale, mais celle d'un techno-féodalisme où le pouvoir appartiendrait à une élite d'entrepreneurs innovateurs positionnés au-dessus des États, qui auraient donc perdu leur force et leur légitimité. C'est leur projet, c'est leur rêve. Il faut être très clair là-dessus. Et face à ce défi, la simple dénonciation ne suffit évidemment pas. Il faut en comprendre la cohérence et la sophistication de ce projet pour pouvoir lui résister efficacement. Il faut aussi reconnaître sa force de séduction. La promesse d'allier autorité forte et innovation technologique trouve un écho croissant, particulièrement donc auprès des jeunes générations déçues par les limites apparentes de la démocratie libérale et embourbées dans une réalité floue, où il devient presque impossible de savoir ce qui est vrai ou non. Et j'en reviens au début. Sans vérité partagée, sans lien avec le réel, on ne peut rien construire librement. Et on s'en remet alors à un camp ou un autre. Et certains vous diront qu'il faut s'armer contre les mondialistes, contre la propagande d'État, la menace islamiste, etc. Soit, il y a effectivement tout plein de menaces contre la démocratie, la liberté, l'égalité, la fraternité, pour peu qu'on prenne ça comme idéal. Et je ne nie pas ces menaces. Elles sont, je crois, bien réelles. Et je suis moi-même inquiet d'une forme de censure au nom d'un respect des identités, des croyances ou des sensibilités de chacun, qui me paraît parfois excessif. Et je suis aussi parfois atterré d'un contournement trop récurrent de la volonté populaire par des élites trop souvent déconnectées, convaincus de mieux savoir que les gens ce qui est bon pour eux. Et je comprends aussi les inquiétudes autour des questions de sécurité, de culture, de déclassement, de frontières, ou même de ce que veut dire faire nation. Ces sujets sont légitimes, et même si les peurs qu'ils peuvent susciter chez certains sont aussi le fruit d'une instrumentalisation, ne pas les traiter sérieusement, c'est laisser un boulevard à des gens comme Trump. Et je comprends aussi que certains et certaines ne se sentent pas concernés par tout ça, voire se réjouissent de ce que je décris moi comme étant une menace. On peut effectivement, par exemple, arguer qu'une approche pragmatique ou réaliste, comme certains disent, une approche du conflit ukrainien, consiste à reconnaître qu'il vaut mieux arrêter les frais, maintenant, quitte à faire des concessions à Poutine, plutôt que de continuer à s'entretuer pendant des années sur un champ de bataille qui semble désormais figé. On peut aussi se dire qu'en abandonnant l'Europe, Trump ne fait pas de faux semblants, et que ça fait du bien d'avoir quelqu'un de clair. Il met les pieds dans le plat. Alors selon moi, c'est tout de même un peu naïf. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu montrer ce qui se trame dans l'ombre. Trump n'est pas un bon gars, transparent et droit dans ses bottes. Et peut-être que ses actions aboutiront à des résultats qui auront du positif. Évidemment, je dis pas ça, c'est pas noir ou blanc encore une fois. Et je ne crois pas que son intention première soit d'amener la paix dans le monde. Et on peut aussi ne pas se sentir concerné par tout ça, simplement parce que ça ne change rien pour nous, qu'en apparence. Quand on a le bon passeport, la bonne couleur de peau, le bon accent, la bonne orientation sexuelle, et par bon, j'entends ce qui est admis comme étant la norme, finalement tout ça n'a pas forcément grande importance. Voire, on se dit même qu'on pourrait en bénéficier. Et si les gens votent pour Trump, c'est qu'ils se disent qu'ils vont pouvoir en bénéficier. Et j'ai déjà expliqué les ressorts psychologiques dans mon précédent épisode. Quand on est du bon côté de la barrière, les événements du monde ne nous touchent que rarement. Et quand je dis du bon côté, c'est du bon côté par rapport à ce qui risque de se jouer. Et c'est ça qui est un peu vicieux avec le risque autoritaire. Ça paraît presque tout doux pour ceux qui se considèrent gagnants dans le processus. On peut même se prendre à aller défiler tous ensemble dans la joie, avant d'être, peu de temps après, peut-être envoyé au front. Ça arrive. Mais souvent, ce sont d'abord d'autres qui payent le prix. Ceux qu'on déporte, ou simplement ceux qu'on fait taire. Et ça touche généralement ceux qu'on ne voit pas, ou même ceux que l'on n'aime pas. Jusqu'au jour
ou ça tombe sur un voisin ou un ami. Et là, ça nous concerne, nous, directement. Et ça peut tomber même sur nous. Jusqu'au jour où, comme en Russie, on doit aller mourir pour on ne sait pas vraiment quoi, juste parce qu'on est en âge de se battre. Jusqu'au jour où on se rend compte qu'avoir sacrifié l'état de droit pour l'efficacité promise d'un régime plus simple, plus direct, pour une bonne dictature éclairée, nous met dans une position de vulnérabilité, sans aucun recours face à une injustice qui d'un coup nous tombe dessus. Mais on imagine toujours qu'on va être du bon côté, que la roulette ne va pas tomber sur nous. Évidemment, quand on est d'origine étrangère ou quand on fait partie d'une minorité, on a un vécu un peu différent. On sait bien que ça peut nous tomber dessus. On n'a pas le même rapport au contrôle de police quand on est noir en France, ou quand on est homosexuel en Russie ou en Arabie Saoudite, pour ne citer que ces deux pays lumineux qui nous éclairent par leur culture de la tolérance et de la justice. Churchill a dit « La démocratie est le plus mauvais système de gouvernement, à l'exception de tous les autres qui ont pu être expérimentés dans l'histoire. » Il a aussi dit « La différence entre dictature et démocratie ? En démocratie, lorsque l'on frappe à votre porte à 6h du matin, vous savez que c'est le laitier. » Et dire tout ça, ce n'est pas donner un blanc-seing au statu quo et au système en place. Comme on le sait, il y a des problèmes à régler. Mais je crois hélas que cette tentation du raccourci est un piège, et l'histoire nous montre qu'on y tombe, faute de mieux. Et l'histoire nous montre qu'en général, on regrette d'y être tombé, mais souvent trop tard. Et pourtant, aujourd'hui, c'est un piège qui semble attirer beaucoup de monde, comme nous l'indique une récente étude de Cevipof sur le sujet en France. Puisque 80% des personnes interrogées expriment des sentiments profondément négatifs envers la politique, oscillant entre méfiance et dégoût, et que seuls 28% de nos concitoyens estiment que la démocratie fonctionne correctement en France. Et donc ça donne ça. 73% des Français appellent de leur vœu un vrai chef pour remettre de l'ordre. Donc j'imagine bien que tout ce que je viens de vous raconter ne va pas avoir grand impact sur toute une partie de la population française qui donc se réjouit de l'arrivée au pouvoir de gens comme Trump, Musk ou Peter Thiel, qui se présentent donc comme précisément des chefs pour remettre de l'ordre. Alors quoi faire de tout ça ? Franchement, je sais pas bien. Et je ne suis pas prescripteur. Comptez pas sur moi pour vous dire quoi faire ou quoi penser. Je suis qu'un citoyen ordinaire qui lit des trucs dans mon salon bien au chaud. Et forcément, ça a ses limites, et je les reconnais. Mais bon, puisqu'on y est, voici quelques idées que je jette au vent, sur les ondes, comme on dit. On va peut-être commencer par bien s'informer, par trouver des tiers de confiance, par vérifier s'ils sont effectivement dignes de confiance. Les soutenir, si besoin, d'une manière ou d'une autre. Et faire aussi éclater nos bulles d'information à nous, au moins de temps en temps. Et tout n'est pas noir ou blanc. Évidemment, les sujets sont complexes. Et il n'y a parfois tout simplement pas de vérité claire qui nous soit accessible. Et notre opinion va dépendre de ce qu'on lit et de ce qu'on écoute. Et nous informer correctement, le mieux possible, pour pouvoir en débattre, reste crucial. Et il me semble que se couper de tout ça, de l'info en général, comme on aurait tendance à vouloir le faire, même si ça fait du bien de temps en temps, il me semble quand même que c'est pas tout à fait la bonne approche. Puisque c'est tentant de faire l'autruche, mais il apparaît qu'on est dans une période de secousse qui va, je crois, demander qu'un maximum de gens soient lucides, réfléchis, solides et tolérants aussi. Mais bien sûr, on se place toujours du côté de la lucidité, me direz-vous. Et donc varier les points de vue et se faire une vraie culture générale me paraît être aussi une bonne idée. Mais bon, je radote. Et ensuite, il y a les leviers d'action individuels qui sont toujours les mêmes. Le vote, quoi qu'on en dise, ça compte encore un peu, je crois. Nos choix de consommation, nos choix de plateforme numérique, où est-ce qu'on met nos données,
les projets concrets, les relations et les liens, surtout, concrets avec nous-mêmes, avec les autres et avec le monde. Et puis si on peut, des actions de construction, de résistance, comme on est en train de le voir aux États-Unis d'ailleurs. Et il ne s'agit évidemment pas que de démocratie, de liberté ou de vérité, in fine, puisque ça conditionnera aussi notre capacité à résoudre ou non les autres crises systémiques urgentes que vous connaissez bien si vous écoutez ce podcast. Et je vous laisse avec une citation du philosophe Cornelius Castoriadis, qui nous dit « Nous devons choisir entre la résignation à une réalité qui n'est réelle que parce que nous y sommes résignés et la volonté de créer une autre réalité. » Nous devons choisir entre la résignation à une réalité qui n'est réelle que parce que nous y sommes résignés et la volonté de créer une autre réalité. Voilà, il paraît que c'est une bonne technique de répéter les choses. Et pour le reste, nous sommes les jouets de l'histoire. Donc, il me semble qu'on peut aussi se détendre un peu. Enfin, en tout cas, personnellement, c'est paradoxalement une pensée qui me permet de mieux m'endormir le soir. Je porte pas le poids du monde sur mes épaules. Merci de m'avoir écouté. Votre attention est évidemment précieuse. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo. Après ce deuxième épisode. Merci aussi pour votre confiance. Voilà, je vais essayer de mettre les dizaines de sources que je dois avoir regardées quelque part sur le site. En gros, c'est toutes les références que je vous ai citées, mes tiers de confiance à moi. Et comme toujours, si vous trouvez tout ça éclairant d'une manière ou d'une autre, faites tourner l'épisode, parlez-en. Et si vous le pouvez, laissez un pourboire, ce qui me permet de continuer à faire ce travail de manière approfondie et indépendante. Voilà, je vous dis à bientôt, bonne sieste. Le repos c'est important malgré tout. Et puis haut les cœurs les amis. Allez, à bientôt. Changer le monde. Quelle drôle d'idée. Il est très bien comme ça, le monde, pourquoi changer ?